Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite interview de Monolith, l'éditeur derrière Batman, Conan, Claustrophobia, bientôt Solomon Kane et surtout la série des Mythic Battles avec Panthéon, Ragnarok et très bientôt If 7. Dans cette interview, on va parler des projets futurs de l'entreprise Monolith, un petit peu comment elle fonctionne, comment elle voit ses projets évoluer, et évidemment on va poser les questions de la communauté à propos de la prochaine sortie de Mythic Battle If 7. Pour rappel, la série des Mythic Battles nous place à la tête d'une armée issue des mythologies grecques, nordiques et très bientôt égyptiennes. On peut aller voir des personnages tels que Achille, Jason, Echo, Médée, Sigurd, Ragnar, Lagertha, et bientôt Ramsès, Cléopâtre, etc. Sans oublier évidemment les monstres et les dieux de chaque mythologie. Et c'est un plaisir de retrouver nos mythologies favorites sur la table de jeu. Lors de l'interview, le micro n'était pas tourné vers moi, donc je m'excuse un petit peu pour le son de ma voix qui est beaucoup moins fort. Mais l'essentiel, ce qui est intéressant de toute façon, c'est la réponse de Monsieur Gilles Plantin, qui a eu la gentillesse de nous répondre. Donc merci à lui. Bonjour du coup. Alors est-ce qu'il y a une question de la communauté qui revient sans arrêt, je pense que vous avez un peu l'habitude, c'est est-ce qu'il y a une date de prévue, précise ou pas, de la sortie pour du Kickstarter de If 7? Oui, on sera sur tout début juin. De cette année. De cette année, début juin 2024. Ouais. Et du coup, avec votre nouvel modèle économique, de planification plutôt, c'est une sortie dans un an. Ouais. Le Kickstarter, ça sort un an. Voilà, un an maximum. Un an max. Tout est prêt. Ouais. En fait, ça pourrait. Il y a pas mal de Kickstarter, on sera sur moins d'un an. Mais en gros, ce qui va beaucoup jouer chez nous, en tout cas sur les très gros projets, c'est que les très gros projets, donc je pense que la plupart des gens le savent, notamment pour le plastique, en termes de qualité, on travaille avec les usines chinoises. Et donc, le Nouvel An chinois est une date très connue qui a tendance à, de bonne foi ou de mauvaise foi, avoir un certain impact. Et donc, c'est le Nouvel An chinois qui fait que sur certains projets, on risque d'être à un an. Maintenant, en fonction de la date où ils tombent par rapport au projet, est-ce qu'ils sont proches au moment où on doit envoyer ou pas, on peut être sur beaucoup moins. En fait, sur une bonne partie des projets, si on n'a pas le Nouvel An chinois qui est proche du moment où on est censé envoyer, on doit pouvoir avoir un rythme qui est le même Core Quest. On avait lancé en janvier et c'est arrivé en septembre-octobre. C'est normalement le rythme qu'on devrait avoir. Alors je ne dis pas d'ailleurs que c'est ce qu'on devrait avoir sur Conan, mais c'est plutôt bien parti quand même. D'accord. Et justement, alors, en ce moment dont on parlait, il y a un petit duel Kickstarter GameFound. Vous allez tu vas encore, la boîte Monolith continue sur Kickstarter. Est-ce que c'est un vrai choix d'éditeur? Est-ce qu'il y a un vrai impact derrière? Ou c'est une habitude et on continue sur Kickstarter? Il y a un peu de tout. Nous, on a une tendance assez forte à la loyauté. Alors, non pas qu'il soit déloyal de, on va dire, changer de crèmerie, mais donc on aime bien prendre le temps des choses. Maintenant, on n'est pas figé non plus sur Kickstarter. Je pense que comme beaucoup de monde, on regarde d'un œil très attentif ce qui se fait sur GameFound, qui d'ailleurs cette année fait pas mal de nouveautés, puisqu'on voit avec Cool Mini où il y a beaucoup de précommandes qui sont faites. Et ça, pour moi, justement, c'est intéressant à voir, puisque alors là, pour le coup, on est sur un peu l'opposé de ce qui se passe sur Kickstarter, où on a des précommandes déguisées en projet sur lequel il faut signer, limite bientôt, il faut mettre sa carte d'identité pour confirmer qu'on sait que peut-être on ne recevra pas s'il se passe un problème. Alors que là, une précommande, c'est une précommande. C'est affiché clairement, légalement, voilà, GameFound est en Europe, une précommande, c'est clair, on sait ce que c'est. Donc, moi je pense que ça notamment, ça va être très intéressant à voir pour la suite. Est-ce qu'on va avoir un changement un peu de paradigme où on va avoir de plus en plus de gens qui vont assumer une précommande? Est-ce qu'à l'inverse, les gens ne vont pas s'y risquer? Enfin, je pense que ça va être vraiment intéressant. Donc, nous, on n'omet pas du tout la possibilité d'aller sur GameFound. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, les Pledge Managers qu'on a sur les jeux de plateau, ils vont être sur GameFound. Mythic Battle, le Pledge Manager, il sera sur GameFound, par exemple. Maintenant, après, voilà, il y a Kickstarter a une vitrine qui peut être plus compliquée à apprivoiser du fait que par exemple, Mythic Battle is fait, par défaut, si tu vas sur la page de Kickstarter, il n'y est pas. Il faut aller chercher dans le jeu, bref, il faut chercher. L'avantage de GameFound, tu arrives sur la page d'accueil, c'est les projets, ils sont... Oui. Donc il y a pas mal, il y a une visibilité qui est plus simple qui est beaucoup plus simple sur GameFound. En revanche, en termes, pour l'instant, de potentiel de gens qui vont sur une plateforme, qui sont informés, etc., Kickstarter a encore la mode. Donc les deux ont leurs avantages. Ce qui est très bien en tout cas, pour moi, c'est le fait que on va dire la croissance de GameFound à la fois en termes de chiffres et en termes de visibilité qu'on a, pas que cette année, je dirais depuis Nemesis, de fin d'année dernière, qui a été un succès incroyable, c'est le fait que là, Kickstarter,
Et nous, on le sait en coulisses, ils sont obligés de réagir. Là, il va y avoir une réaction. Alors, je ne pourrais pas détailler sur quoi, mais en tout cas, il va y avoir une réaction. Donc, ça va être très intéressant. Ça va être un duel intéressant à suivre. Ouais. Autant du côté éditeur que du côté client. C'est ça. Donc voilà, nous, c'est pas du tout impossible qu'on aille sur GameFound, même pour un projet dès le départ. Là, après, c'est que sur certains projets, on s'était déjà engagé, si je puis dire. Donc, les meilleures relations sont celles où on fait tout comme prévu. C'est plus simple. D'ailleurs, en parlant de projets récents comme Ragnarok, par exemple, qui est sorti, qui a été livré, Ouais. etc. Récemment, tu avais annoncé sur les réseaux qu'il y avait un côté application, il y avait la possibilité d'y jouer en ligne. Ouais. Je crois sur BGA. C'est ça, alors BGA il est en mode bêta, donc c'est-à-dire il y a des bugs, attention, il vaut mieux être préparé. Donc il y a toute une phase bêta actuellement qui justement sert à dégrossir le maximum de bugs, puisque même si on le fait entre nous, on n'a pas du tout le même échelle de nombre de parties que si on a des gens qui peuvent tester, etc. Donc il est déjà sur BGA pour une phase de remontée de bugs qui va durer le temps qu'il faut pour remonter tous les bugs possibles. Mais du coup, par rapport à ça, quand ça sera prêt, quand ça sera possible, parce qu'il y a une question de la communauté qui est justement sur ça, la possibilité de faire des tournois soit en IRL, on va dire, Ouais. en vrai, donc, Soit sur BGA, soit justement... on supportera ça aussi. Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est prévu? Ouais. Est-ce que c'est juste une idée qui est mise sur la table, mais pour l'instant c'est pas plus loin? Alors je vais faire une réponse de Normand, je dirais c'est plutôt prévu. Non, c'est prévu, maintenant après on forcera pas, c'est-à-dire si on voit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent, etc. Je pense pas qu'on s'investira, il faut choisir ses batailles. Mais dans l'absolu, oui, nous c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment suivre. Je pense que là-dessus ça peut être assez pratique. Et d'ailleurs, j'en profite pour le préciser, une fois que la bêta est terminée, le jeu il sera gratuit. Il ne faudra pas de compte premium, ouais, ce sera gratuit. Ouais, super cool. Il y aura d'autres adaptations de vos licences, par exemple X7 ou Panthéon ou Solomon Kane, etc. C'est en discussion, mais c'est en discussion. Sur ce modèle en ligne. C'est en discussion, moi je pense que c'est intéressant et d'ailleurs on en parlait avec l'équipe, alors c'est pas fait, il faut prendre des pincettes sur ce que je dis, mais je pense que pour les prochains jeux de plateau, on essaiera d'avoir même au moins un scénario de démo, tu sais, un petit tutoriel, un petit truc où les gens puissent au moins voir un peu à quoi ça ressemble, tester, ce qui déjà te permet d'avoir je dirais quelque chose d'un peu plus fiable, même si le rythme est forcément différent sur un ordinateur ou sur un smartphone, mais je dirais quelque chose d'un peu plus fiable pour les gens qui ont des doutes, qu'une review amazing, tout est génial, c'est incroyable. De tester la mécanique. Voilà, c'est ça, je pense que là-dessus ça peut être vraiment intéressant, donc en tout cas on part plutôt là-dessus. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien faire. C'est vrai que, je ne veux pas faire d'éloge, mais les jeux des licences monolithes sont magnifiques. Merci. C'est vrai que le côté, en tant que client où on est bloqué, c'est tester. Faut un jeu, non mais voilà, il faut un jeu derrière, c'est pas tout de faire un truc beau. Les reviews, tout le monde se pose des questions, plus ou moins légitimes, mais effectivement là ça serait génial. Et alors justement, par rapport à la nouvelle planification de Monolith sur les délais de Kickstarter, on livre le jeu, est-ce que vous avez aussi déjà réfléchi, je suppose, à comment intégrer les demandes des joueurs? Par exemple, lors du Kickstarter, les joueurs vont découvrir, par exemple, X7, des nouveautés sur X7. Ils vont peut-être être d'accord. Et il y a certains points où justement, ils vont se poser des questions ou dire tiens, en fait, ça serait peut-être plus simple de cette manière-là. Enfin, ils vont lancer des sujets. Comment Monolith prévoit de réagir face à ça? Alors ça va être au cas par cas, mais justement c'est ce qui est intéressant. En fait, je comprends totalement l'attrait des campagnes où entre guillemets tout peut être remis sur la table ou remis en cause et où tout peut changer. Sur le papier c'est génial, dans la pratique c'est souvent comme ça qu'il y a beaucoup de retard. Alors je ne mets pas la faute sur les backers, encore une fois on a toujours nos responsabilités aussi, mais donc en fait là l'idée c'est vraiment que quand on met quelque chose sur la table, c'est pas forcément que ça plaira à tout le monde, mais en tout cas il faut que nous on soit vraiment convaincus de ce qu'on fait et que c'est la voie qu'on veut suivre. À partir du moment où en réalité ce développement là il est fait, s'il y a des petits changements à faire ou des changements qu'on peut estimer vraiment légitimes, ça nous laisse justement le temps de les faire. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ok, ça cette idée, on a hésité à le faire ou on n'y a pas pensé, c'est vrai que ce serait génial de le faire, on regarde le temps que ça peut prendre, on regarde le coût réel de le faire, et à partir de ce moment-là, techniquement, on peut avoir le temps de le faire. Puisque, en fait, si on superpose un peu ce qui se passe dans un projet, normalement, il y a deux choses différentes. Je dirais il y a l'aspect pécunier côté des backers, c'est-à-dire, tu as une campagne, puis tu as un pledge manager, puis tu attends un temps indéterminé, souvent très long.
Et après, sur le projet, il y a le développement s'il n'est pas terminé, des phases de test, de sample, etc., de pré-prod, et ensuite donc tu as la prod, puis la logistique. Et donc tant qu'on n'est pas sur la phase de prod, techniquement pendant le Pledge Manager, parce que tu peux avancer par exemple sur les moules, mais tu vas pas commencer à produire des quantités alors que... Et donc il reste toujours... Voilà, donc il reste toujours du temps pour faire des changements. C'est pas impossible de faire des changements. En revanche, ce qui est certain, c'est que le process qu'on a fait que si on avait une campagne qui, par exemple, je dirais, fonctionnerait moyennement, parce que c'est pas ce que les joueurs attendent, on la changera pas à la volée. Ça, par contre, au pire, à la limite, on fera un cancel, on la rebootera plus tard, mais on changera pas ça à la volée. C'est quelque chose qu'on peut pas faire. Dans l'idée de proposer 2-3 idées ou par exemple... Non, ça après, c'est pas du tout fermé. Par exemple, des pions de couleurs, non. Je sais qu'il y a des problèmes dans certains jeux vis-à-vis des couleurs pour certaines personnes. Donc ça serait peut-être des retouches de couleurs. Non, donc ça c'est des choses totalement faisables, donc ça faut jamais hésiter. Non, c'est après, voilà, ça pourrait être plus compliqué si on refaisait par exemple comme Claustrophobia avec quelque chose qui est déjà préparé, qui est déjà printé. Voilà, forcément, il n'y a pas de changement possible, mais c'est pas encore prévu. Ce sera pas pour tout de suite. Alors justement, là aujourd'hui sur les stands, vous avez quand même pas mal de licences qui sont présentes. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour faire des suites, par exemple pour Mythic Battle? C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes, Il y a des gens qui demandent, qui se posent des questions sur par exemple la mythologie japonaise ou un cas Maya, ce genre de choses. Sur Solomon Kane, il y a bientôt un Kickstarter d'ailleurs, il me semble, en JDR. Ça devrait être vers mi-mai. Sur Batman, bon, Conan, ça vient d'être fait, mais est-ce qu'il y a encore des suites qui sont prévues sur ces licences? Alors, il n'y a aucune licence où c'est fermé au sens où on ne fera plus rien. Dans l'ordre, Conan et Batman, on va attendre que les gens reçoivent ce qu'ils ont, jouent un peu avec, et en fonction des retours, etc., on avisera. Moi, je suis toujours pour continuer une gamme tant que les gens sont partants, mais il n'y a pas de volonté de tirer sur la corde jusqu'au dernier moment possible, où on va te sortir une version alternative de Condiment King, enfin tu vois, voilà, faut à un moment, malheureusement j'ai envie de dire, pour les plus grands fans, à un moment il faut dire voilà, il y a beaucoup de matériel. À la limite, tu vois, sur des gammes comme Conan ou Batman par exemple, personnellement je serais beaucoup plus sur l'idée de ressortir des livrets de campagne en dur ou en démat par exemple, qui réutilisent ce qui existe déjà. Pardon, pour permettre aux gens justement non pas de racheter des boîtes de figurines qui prennent encore plus de place, etc., et de juste pouvoir utiliser ce qu'ils ont de façon plus fréquente en fait. Après pour Mythic Battle, pour ce sujet précis, alors après Égypte, donc qui était la grosse trilogie annoncée quasiment dès le début, pour moi, alors il va y avoir peut-être encore des petites sorties, des petites boîtes, etc., plus en précommande par la boutique, je pense. Après déjà on verra le succès du Kickstarter, ça jouera forcément sur en termes de gamme ce qui va se faire. Mais de mon côté, il n'est pas prévu qu'on refasse un très gros Kickstarter d'un Panthéon. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont 2, voire bientôt 3. Bon, à un moment ça prend quand même beaucoup de place, et plus tu en as, moins il y a de chances que tu joues avec aussi. Enfin, donc il faut trouver un équilibre. Donc il va y avoir une vraie réflexion là-dessus. Dans l'absolu, si on refait un 4ème Kickstarter, moi je serais plus favorable à faire, on va dire, une taille de boîte à un tarif intermédiaire entre des grosses core box avec stretch goal et des boîtes moyennes, type Héphaïstos, Asgard, etc. Je pense qu'il pourrait être intéressant comme format, ce serait qu'on fasse plusieurs mythologies en même temps, et avec des boîtes où tu as suffisamment de dieux, héros, monstres et troupes pour pouvoir jouer à 4, pas forcément avec un draft immense, mais au moins où ça tient dans une boîte. Voilà, tu prends celle que tu veux, et puis ça permet même justement après d'affronter entre potes. Toi t'as la mythologie nippone, quelqu'un d'autre aura pris les Incas. Enfin, je pense que par la suite on s'orientera plus sur quelque chose. Il y aura moins de choix. En tout cas si tu veux rester sur le même Panthéon. Mais après je pense que voilà, on va dire sur un compromis place, budget, temps de jeu, je pense qu'on sera sur quelque chose de plutôt pas mal. C'est vrai que après ça a commencé à diminuer avec Ragnarok, mais par exemple Panthéon prend énormément de place pour ceux qui ont fait le rallye. Et Égypte va prendre encore moins de place, puisque là vraiment Égypte, alors je spoil ou pas, mais selon les gens, mais Égypte par exemple il n'y a pas de petite boîte. Donc ça peut malheureusement je dirais c'est un type de jeu où on ne peut pas faire de petits jeux. Oui. Ça, voilà, il n'est pas là pour ça. Mais en revanche, voilà, on peut essayer de réduire quand même la place que ça prend. Donc par exemple Égypte,
En dehors de la boîte de base et des stretch goals, ça va être 2 grosses extensions et c'est tout. Donc, ça peut aussi permettre, parce que oui, tant qu'à refaire après. Tu vois, par exemple, Ragnarok, voilà. voilà. Continue Ouais. sur une suite, où C'est ça. généralement, on a quand même des backers qui reviennent, donc qui ont quand même des grosses boîtes des éditions précédentes, donc c'est peut-être plus facile. Alors, je me mets un peu dans ce cas-là aussi, de se dire, c'est bon, j'ai encore la place pour une ou deux, pour une ou deux grosses boîtes, et ouais, après c'est vrai que pour les nouveaux, ils vont se dire, bon bah, après c'est déjà un contenu qui est quand même bien conséquent. Si on compare à d'autres éditeurs ou créateurs de jeux spécialisés dans la figurine, c'est vrai que c'est quand même déjà compétitif en termes de prix et même en termes de contenu. La structure est géniale. Alors, je ne vais pas faire d'éloges ou quoi que ce soit, c'est pas du tout, mais Il y a plein de bons jeux chez les autres aussi d'ailleurs, hein. J'insiste là-dessus. il faut quand même reconnaître ce qui est. Et, quand c'est mal, il faut le dire, mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. Et c'est vrai que forcément, oui, ça prend de la place. Mais oui, Ah, c'est un critère. oui. Et puis malgré tout, alors c'est toujours très bien de faire des gros chiffres sur des campagnes, hein, mais on fait les jeux pour qu'ils soient joués. Enfin, donc, C'est vrai qu'après, il faut le sortir, ça prend de la place, il faut que ça soit adapté. Donc justement, par exemple, sortir des jeux. Donc là, vous avez fini Conan, si je ne dis pas de bêtises, le Kickstarter de Conan. il y a le Pledge Manager en cours jusque fin avril, placement de produits, sur GameFound d'ailleurs. D'accord. Ah, comme quoi. Et par contre, il y a bientôt, j'ai vu des pubs sponsorisés sur le RPG de Solomon Kane, Ouais. avec les figurines. Tout à fait. Ça, c'est en Kickstarter bientôt. Ouais. Très bientôt. Et en même temps, donc d'ici quelques mois, il y aura aussi le Kickstarter de Mythic Battle Royale 7, donc, début juin. Est-ce que c'est... comment dire, vous avez les reins solides, vous dites, c'est bon, de toute façon on est prêt et c'est pour ça qu'on le fait, qu'on se le permet. Parce que c'est vrai que ces derniers mois, il y a eu un petit émoi dans la communauté des ludistes sur beaucoup de projets à la suite avant des livraisons. On ne vise personne. On vise personne. Absolument personne. Mais d'ailleurs, c'est pas les seuls. C'est ça le problème. Non mais voilà. C'est des questions qui s'entendent. Non mais c'est des questions qui en plus sont justes. Moi je pense que peut-être plus que jamais, on a essayé. Finalement, ça a on a Sauron avec une très grande bave le Wi-Fi, c'est pas très grave. Il a le droit, c'est Sauron. On est arrivé depuis à peu près un an et demi, à une période où pour moi il y a une très grosse dissonance entre l'investissement que les gens font pour acquérir des jeux et le contrôle et les comptes à rendre qu'il y a en face de la part et des éditeurs et des plateformes. Donc je veux dire, la méfiance qu'il y a, non seulement elle est légitime, elle me paraît très saine. En fait, je pense que là-dessus c'est très très sain. Nous, le virage qu'on a pris par rapport à d'autres, c'est que il y a plusieurs années, après Beyond the Monolith d'ailleurs, qui a été une période, alors là, vraiment très trouble, on est reparti avec un effectif extrêmement réduit. Monolith, par exemple, en 2021, c'est 2 employés. Ah oui. En 2022, c'est 2. Alors, on travaille avec beaucoup d'externes, etc. Mais c'est 2 employés. On a eu 2 ans à peu près avec 2 employés. Alors là, du coup, non, malgré la récession, au double, tu vois. Là, actuellement, c'est pareil. On travaille sur beaucoup plus de projets, etc. Mais on est 6. Donc, en fait, on a eu une période où on a beaucoup réduit les dépenses fixes, on va dire. Et ça a fait du bien en termes d'assainissement, etc. Ça a été un petit peu l'école, en fait. C'est ça. Et après, là, donc voilà, on a eu des projets où il y a eu du retard. Alors Frédéric Henry en parle assez souvent, le retard ça coûte. Alors, tout dépend effectivement, plus tu as de freelance, moins ça coûte, etc. Mais par exemple, si tu as des employés, alors le retard c'est mortel. En tout cas, si c'est eux qui travaillent dessus. Et donc là, c'est pour ça que Fred a vraiment voulu que le paradigme du on lance quand c'est prêt, ça devienne automatique, parce que il faut que les gens puissent voir que oui c'est prêt, que le matériel est fait, pas que le matériel, tu vois, les scénarios, les règles, etc. Ce qui est déjà une certaine garantie. Après, ça nous permet aussi d'assurer un certain délai qui a une autre garantie importante. Parce que là, par exemple, quand on dit aux gens, bah voilà, on doit pouvoir livrer un jeu en 1 an ou moins, bah en fait, dans 1 an ou moins, les gens vont savoir est-ce que c'est du pipeau ou pas du pipeau. Donc tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est un vrai changement de long terme, au sens où même les gens méfiants, au bout de 2 ou 3 ans, soit ils vont devoir dire, ah ben en tout cas ils le disent, et c'est ce qu'ils font,
ou pas. Oui. Mais au moins c'est clair. Et toujours là-dessus, là du coup en fait c'est l'autre raison pour laquelle on a voulu aussi grandir, etc. C'est que on voulait faire d'autres licences, on voulait faire d'autres types de jeux aussi, d'autres mécaniques, etc. Et en fait on sortait jusqu'ici un jeu par an à peu près. Mais du coup c'est très difficile de satisfaire on veut faire d'autres choses et on entretient nos gammes. C'est-à-dire on est quasiment avec Awaken Realms et on pourrait dire Cool Mini, mais Cool Mini c'est plutôt un titre décliné plein de fois, un peu comme Mythic Battle mais sur plein de jeux. Mais il n'y a pas beaucoup d'éditeurs en fait qui entretiennent des gammes. Donc c'est dur pour nous d'arrêter de le faire. Et donc là, en fait, si on veut faire les deux, on est obligé de faire plus de jeux par an. Il faut satisfaire tout le monde. Et si on veut faire plus de jeux par an, il faut qu'ils soient prêts, il faut qu'on livre à l'heure. Bah, sinon, entre guillemets, on fait comme les autres à la fin. Ouais. Tu vois, donc, ce qui n'est pas forcément un mal, hein, mais ça veut dire que l'ambition a été un peu trop haute par rapport à ce qu'on peut vraiment faire en termes de rendement. Alors justement, sur toutes ces licences, comment vous les choisissez? Est-ce que c'est par goût personnel de l'équipe? Est-ce qu'il y a des appels à projets ou on tourne beaucoup au goût personnel. Ouais. On va pas se mentir. Qui vous plaît, vous dites pourquoi pas. Ah ouais, c'est très comme ça. Les ayants droit. Après, on réfléchit quand même, mais heureusement. Oui. Mais oui, c'est c'est beaucoup au coup de cœur. Ben, c'est le mieux dans le sens où, à partir du moment où tu y as réfléchi quand même, je dirais tu as l'avantage où tu sais que l'équipe va travailler dedans juste pas parce qu'elle doit manger, mais parce qu'elle a vraiment envie de le faire en fait. Ouais. Et ça, je trouve que dans un projet, ça se sent. En fait, même si tu as des équipes très douées, bon, c'est comme tout dans la vie, si ça te passionne, ça te passionne. Donc on travaille beaucoup avec ça. Alors après, il y a aussi des fois de l'opportunisme dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire soit des propositions qu'on nous fait et on se dit excellent, soit nous on se dit ah bah ça on a une occasion, on y va. Donc voilà, c'est vraiment un mélange, mais c'est beaucoup du coup de cœur. Okay. Bah, de toute façon, ça s'est vu dès Conan. Conan, c'est quelque chose que Frédéric et Erwan à l'époque voulaient faire. Et alors les gens ne se reprojettent pas forcément, mais il y a 8 ans, 8-9 ans, Conan c'était pas du tout vendeur en fait. Franchement. C'est vrai que c'est assez ancien. Donc, c'est un pari vraiment osé. Hein. Je ne connais pas trop. C'est pas, je veux dire, c'est pas Batman, oui. Où c'est déjà beaucoup plus sécuritaire quoi. Ouais. Plus cher aussi pour les droits. Mais c'est marrant hein, parce que c'est. Des fois, ce qui est très. Alors ça, c'est ce que je préfère encore, c'est on a ce que je dirais l'aller-retour passionnel. Alors par exemple, Légende des 5 Anneaux, qu'on va faire l'année prochaine, c'est un mélange entre la passion que nous on a pour le jeu et les gens chez FFG qui adorent ce qu'on fait. Et par exemple, ça s'est fait totalement comme ça. Ça a été j'adore ce que vous faites, etc. Mais nous aussi, on fait un truc, ok, merci. C'est fini. Voilà, donc on a du projet, c'est beaucoup coup de cœur. Okay. Et justement, en parlant de projet, est-ce que ça peut arriver, parce que vous laissez passer, par exemple, il y a un nouveau créateur, quelqu'un qui a envie de créer un jeu, figurine ou pas. Bon, après, vous êtes plus orienté figurine, on va dire. Mais, on a le retail après maintenant, on a toute une branche retail, beaucoup moins figurine. Ah oui, c'est vrai, qui se développe. Mais même sur Kickstarter. Hein. Alors, j'ai pas de date encore, mais là notamment, on travaille sur un jeu narratif où pareil, il y aura très peu de figurines. D'accord. Oui, donc ce qui permet d'avoir une boutique facilement. Ça, c'était une autre question, on va revenir après. Ouais, on peut y revenir après. Du coup, comment, par exemple, quelqu'un qui a une idée d'un jeu, qu'est-ce qu'il faut pour aller vous voir? Est-ce que vous l'autorisez ou alors vous vous concentrez sur vos propres projets? Alors, nous, on autorise, il n'y a jamais de problème, donc on peut nous mailer, nous contacter par le site, par les pages Facebook, what. En revanche, les gens n'est pas toujours les plus rapides à répondre, il faut le reconnaître, notamment parce qu'on n'est pas beaucoup. Mais après, par contre, on a un planning très chargé. Là, pour le coup, c'est un peu le problème des fois. Maintenant qu'on lance quand tout est prêt, c'est-à-dire que là, voilà, le planning, il est prêt pas sur 6 mois, il est prêt sur plusieurs années. Donc, est-ce qu'on peut toujours accepter de nouveaux projets? Oui. Est-ce qu'on les fera tout de suite sur le marché? Non. Là, on est déjà bien blindé jusqu'en 2026, donc faut pas être pressé. Oui. Mais du coup, est-ce que je sais que certains éditeurs ont une certaine orientation, par exemple des jeux histoire, des jeux de cartes, ou est-ce que non, c'est non. C'est l'idée vous plaît? Ouais. Bah oui, après, tout à fait. On a un certain type de clientèle. Je mettrais peut-être même au pluriel parce que le Mythic Battle, c'est pas forcément les joueurs de Conan qui sont pas les mêmes que Claustrophobic. Mais ouais, moi si une idée est bonne, on peut toujours regarder évidemment. Et
Du coup, c'est comment le travail, comment ça s'organise justement avec ces fameux, ces freelances, les artistes, les auteurs, l'équipe en elle-même, comment vous répartissez les tâches, est-ce que vous avez déjà une idée de quel personnage il est comme ça, par exemple si c'est une histoire qui est créée, ou alors c'est un échange commun de tout le monde Ça dépend, maintenant généralement on est beaucoup dans l'échange quand même. Alors, c'est une vraie réponse de Normand encore, mais c'est très rare qu'on aille dans un projet si on ne sait pas assez précisément ce qu'on veut faire. Mais par contre, une fois qu'on est dans le dur du projet, il y a beaucoup d'échanges. On est beaucoup dans l'échange. En fait, tu n'es jamais à l'abri d'une bonne idée que tu n'as pas eue. Oui. Ou à l'inverse, de quelqu'un qui dise que ta bonne idée n'est pas si bonne que ça. Donc non, on a beaucoup d'échanges. Et aussi bien en game design que tout ce qui va être sculpteur, illustrateur ou autre. Ils sont assez libres de... Ils ont un thème et après ils font une démo et vous validez. Ouais. Après ça dépend. Ça dépend vraiment des jeux, il y a beaucoup de process. En fait on s'adapte. D'accord. Ça peut dépendre si l'auteur, je reprends le cas des auteurs, est-ce qu'il habite proche, est-ce qu'il habite loin, est-ce que c'est un boulot secondaire, est-ce que c'est son travail premier, est-ce que c'est un petit jeu, c'est un gros jeu, est-ce que c'est une idée, est-ce que c'est une idée extrêmement développée. Ça dépend de beaucoup de critères en fait. Okay. Et justement, toujours pour parler de la gamme de Monolith, tu l'as mentionné il y a un instant, il y a une volonté de retour en boutique. Ouais. Est-ce que c'est une gamme spécifique ou il y a des jeux, par exemple comme Mythic Battle, des versions plus petites adaptées à la boutique? Ça va être les deux. Alors, en revanche, ça ne veut pas dire qu'un jeu qu'on va mettre sur Kickstarter finira forcément en boutique. Oui. Il faut évaluer. Voilà, ça va être au cas par cas, mais en tout cas, on se ferme plus du tout la porte boutique. Okay. Et alors justement, sur la production des jeux, ça revient de temps en temps sur la scène, c'est les lieux de production. Ouais. Je sais que Frédéric Henry l'avait mentionné sur un jeu ancien, une petite boîte, je crois que c'est peut-être Citadel, sur le coût de production, on veut faire un truc un peu écolo, on veut produire en France, produire en Europe et puis en Chine. Est-ce que tu penses que c'est possible ou c'est encore trop cher pour faire de l'Europe aujourd'hui Ça dépend sur quoi, je dirais. Sur un petit jeu de cartes Par exemple, tu vois, là, nous, en fin d'année, on aura Cardline CO2, donc pour le coup, complètement sur... Alors justement, sur le thème du CO2, mais je dirais sans tabou. C'est-à-dire réellement, qui pollue pas, en faisant quoi? Est-ce qu'un jeu qui vient par un container en Chine, ça pollue vraiment plus que 3 heures de Netflix? Donc, ce Cardline-là, par exemple, on va le fabriquer en Europe. Et quand je dis en Europe, c'est pas en Lettonie, c'est pas en Laponie non plus, c'est plutôt l'Europe de l'Ouest. Donc, en fait, c'est toujours pareil. Si on peut faire un jeu proche à un tarif où il va se vendre, j'ai envie de dire, mais tout le monde est pour. En fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui se lèvent et se disent « je rêve de produire à l'autre bout du monde, c'est mon rêve le plus absolu ». Non, clairement pas. C'est possible, mais c'est un truc qui est en tête. En tout cas, pour le moment, on va dire en France ou même aux États-Unis, quelqu'un qui, par exemple, peut faire la qualité de PVC qu'on a en Chine pour des tarifs, pas forcément d'ailleurs proches, mais on va dire pas le double ou le triple, on n'en a pas. En fait, donc encore une fois, moi si la réalité c'est que proposer Mythic Battle Ragnarok à 350 € pour la boîte de base, ça se vend, je signe tout de suite. Mais je sais que ça se vendra. Et c'est normal. Enfin, sauf si on augmente tous nos salaires. Et là, dans ce cas, pourquoi pas tout le monde va valer, tout le monde sera pas. Mais c'est vrai que c'est un sujet compliqué. Dans l'absolu, je pense qu'on aimerait tous le faire. Mais en fait, ce que je veux pas, c'est qu'on fasse une sorte de greenwashing ou de semi-vérité. Par exemple, sur le marché du jeu de rôle, je m'excuse pour les éditeurs, mais tu as beaucoup de jeux de rôle où tu verras imprimés en Europe. Si tu leur demandes où en Europe, je suis pas convaincu que le choix soit beaucoup plus honorable que de faire en Chine en fait. Donc disons que c'est pour faire ça, non. D'ailleurs la plupart des boîtes maintenant continuent à faire en Chine. Notamment dès qu'il y a des boîtes, etc. C'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple. Donc c'est une réalité du marché, elle n'est pas belle, mais bon, faut pas mentir quoi. Il faut que ça évolue pour pouvoir s'adapter. Non mais voilà. Par contre, effectivement, ce serait bien que ça puisse évoluer.
D'ailleurs, en parlant de visibilité, alors là, je vais faire un petit focus sur If 7 justement. Ok. Voilà. Alors on avait fait un petit point avec la communauté, on avait fait un post sur Facebook avec l'arrivée de Ragnarok, on avait pu se dire tiens, ça on pourrait l'améliorer ou pas. Alors là, j'ai le plateau devant moi donc j'en profite. Ah bah si tu te souviens des trucs à améliorer, on peut faire point par point. Non mais vraiment. Là c'est désertique, donc ça s'adapte parfaitement. Par exemple, là, à côté de nous, il y a un plateau avec de la neige. Ouais. Et c'est vrai que Mythic Battle fonctionne, un peu comme Batman aussi, avec un partage par ligne et des lignes blanches. C'est vrai que sur les cartes de neige, il y a à certains endroits, c'est vrai que c'est pas tous les plateaux, mais à certains endroits. En fait, sur Ragnarok, je te coupe parce que je vois où tu revenir. Ce qui montre que c'est une question légitime. Sur Ragnarok, il y a eu un gros débat d'équipe sur est-ce qu'on privilégie l'artistique ou est-ce qu'on privilégie le gameplay. Alors moi j'étais plutôt team gameplay, même si artistiquement j'adore ce qu'on fait, hein, mais Oui. je pense que les retours de la communauté vont dans un certain sens. Et on en reparlera après puisque tu n'as pas encore eu le temps de regarder, mais je pense que quand tu regarderas les maps Égypte, tu verras qu'on a choisi Celle-là, c'est... on a choisi la lisibilité. parce que pareil, il va y avoir une réimpression de Ragnarok lors du KS de X7. Du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est entendu, entendable et se dire est-ce qu'on ne peut pas mettre une ombre derrière la ligne? C'est vrai que sans jeter la pierre, mais mais après il y a des questions sur à tel endroit sur cette map, je vois pas. Les gens se posent des questions. Voilà, c'est la communauté. Ce qui est toujours. Oui, mais après, disons, idéalement, t'achètes pas un jeu pour te poser des questions. Oui. Non, mais c'est voilà. Donc il y avait ce truc de ligne de vue. Après, c'est vrai que les plateaux sont quand même hyper beaux, hyper immersifs. Et ce qu'on vient dire, on met le gameplay d'abord. Oui, mais après, bon, tu vois, c'est. Visuel. Est-ce que augmenter la lisibilité des zones te fait vraiment perdre du sens artistique, tu vois? Je suis pas convaincu que ce soit tant que ça. Après, sur Batman, c'est un peu plus compliqué parce que Batman, c'est des plateaux beaucoup plus sombres. Oui. Il y a beaucoup d'informations quand même sur le plateau. Donc là, là c'est encore pire. Voilà. Niveau aussi, c'est ça. Un petit peu. D'ailleurs, sur la lisibilité, il y avait certaines figurines. Alors là, je ne le vois pas trop sur F7, mais sur Ragnarok, on avait des déesses qui étaient un petit peu dansantes. Qui était dans une position un peu penchée. Je crois que c'était Freya ou Sif. Frigg. Frigg, oui. C'est pas non, mais c'est pour voir si je connaissais ma gamme. C'est bien joué, j'avoue, c'est bien joué. Et est-ce qu'il y a une attention sur... parce que des fois, c'est vrai que ça paraît dynamique, c'est beau, mais comme Batgirl dans Batman, où ça peut avoir un aspect un peu cassant. Bien joué. Alors, c'est exactement... pour moi, c'est le gros dilemme des figurines. Voilà. En fait, moi, ma figurine préférée sur Batman saison 1, c'est Batgirl. C'est vrai qu'elle a une dynamique. Et quand j'ai reçu mon jeu, elle était cassée. Et mais vraiment, ça me hante depuis à chaque fois. Quand j'ai un truc sur un bout de pied, je suis en mode genre... Est-ce qu'on peut pas avoir un bout de tissu qui touche Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc non, ça, on essaie vraiment de faire attention parce qu'effectivement, bon, je veux dire, dans le hobby, on a des gens qui viennent de la partie du hobby où au départ c'est plus compliqué, type Games Workshop, où là, surtout dans le temps, où il fallait vraiment tout découper, coller, etc. Et à l'inverse, on a aussi, et c'est ce qui est bien sur les gammes qu'on a, alors quand je dis nous à Wacken Rim, School Mini, pas nous spécialement, c'est le fait que on est sur des gammes de jeux où quand tu arrives, tout est collé, il n'y a rien à faire. À part peindre, normalement, il n'y a plus rien à faire. Et tu as ce côté où tu as une partie des gens où si c'est cassé, même mettre un point de glu, pour eux c'est le bout du monde parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Et ils se disent pas j'ai acheté un jeu, il faut que j'achète un tube de glu. Enfin, tu vois, donc oui, c'est un truc qu'on essaie de faire vraiment attention. Et justement, toujours sur les figurines, alors là je vois que c'est le cas sur beaucoup de figurines sur F7. Du coup, j'ai un peu ma réponse, mais je la pose quand même. C'est texturé. Les socles texturés, pardon. Du coup, est-ce que c'est un nouveau point d'attention qui sera sur toutes les nouvelles productions Monolith? Ou là, c'est... je dirais bien au jeu, la majorité pour sûr. La totalité, je ne m'avancerai pas pour rien. Sinon, sur forum, dans 3 ans et demi, on va me ressortir. Donc, mais oui, c'est une volonté. C'est une volonté, ouais. Alors, on ne l'avait pas fait. Alors, Ragnarok, la question s'était posée. Il avait fait sur Batman. Ouais. Et Ragnarok, on hésitait parce qu'on avait envie de le faire, mais sur Panthéon, il n'y avait pas du tout. Et surtout, on s'était dit, Ragnarok, c'est beaucoup de neige.
finalement, qu'est-ce qu'on va faire comme socle texturé? Et on a les peintres, notamment Martin Grandbarbe qui est ici, et qui a fait beaucoup de peintures avec de la neige, tu sais, faire des effets de neige carbonique, etc. Et finalement, on s'est dit, quand on les a vus peindre, on s'est dit, ben non, faut pas faire de texturé, en fait, c'est très bien. Il faut laisser la liberté. Donc, d'ailleurs, on a un tuto qu'il faudra que je poste sur comment faire. Ouais, sur comment faire. Là, Égypte, bon, alors certes, tu as du sable, mais il y a beaucoup plus. Tu peux jouer sur les effets avec les pierres, les colonnes, de la roche, tout simplement même. Donc, voilà. Ou de la ville, parce que tu as aussi pas mal, tu vois, sur notamment le plateau Memphis ou autre. Et donc là, oui, on est parti sur du texturé. Et alors, il me semble que, je crois que c'est toi qui avais répondu d'ailleurs sur la page Facebook, c'est différents modes de jeu, parce que, alors, voilà, cas personnel, mais par exemple, quand j'ai reçu Ragnarok, chose que je n'avais pas fait sur Panthéon, j'ai fait des scénarios. Ouais. On s'est évité sur la première saga, les 3 premiers scénarios, on a adoré, et là on s'est dit, mais en fait, il existe d'autres manières de jouer à Mythic Battle que de la chasse, entre guillemets, de la chasse aux œufs, et de tuer le dieu adverse. C'est bien trouvé en plein week-end de Pâques, j'avoue. Du coup, c'est ça. En fait, il existe d'autres choses. Pourquoi c'est pas adapté? Il me semble que c'est toi qui avais répondu, je sais plus. Oui, c'est en cours, c'est un projet. Alors, voilà, sur Égypte, donc on a le mode escarmouche habituel. Il y a des scénarios, effectivement, de la campagne. Maintenant, une bonne partie des scénarios qu'on a fait hors campagne. Alors, je pourrais pas vraiment appeler ça mode de jeu parce que ça va embrouiller des gens. L'escarmouche, c'est un mode de jeu, l'aventure aussi. Mais en gros, on a beaucoup de scénarios individuels où là, on a un draft complet comme en escarmouche, mais où effectivement, c'est d'autres conditions de victoire, plus quelques règles spéciales, ce qui te permet en gros de refaire une escarmouche autrement. On n'est pas dans le scénario vraiment avec une histoire posée, etc. Et là, on va être effectivement sur des façons de rejouer très différentes. Et il y a eu aussi une volonté pour, pas spoiler un peu, mais pour certaines choses, de pouvoir utiliser du matériel, même des autres jeux si on l'a. Par exemple, dans l'une des extensions d'Isfet, on a un scénario qui s'appelle le choc des titans, et dans lequel on peut utiliser n'importe quel titan, y compris du Panthéon ou du Ragnarok. Et donc voilà. Exactement. Donc on est vraiment parti sur cette idée aussi du voilà comment on peut faire que les gens réutilisent les figurines et le matériel en jouant autrement. Ce qui évite, parce que tout le monde n'aime pas la chasse aux œufs. C'est vrai que ça peut être bien une fois. Et en fait c'est une façon de drafter même des unités, parce que tu peux équilibrer un jeu autant que tu veux. Il y aura toujours une tendance à faire une méta au bout d'un moment. Oui. Et donc ça permet de bousculer un peu cette méta naturellement en ayant des objectifs très différents. C'est vrai que certaines troupes dans la chasse aux gemmes, aux runes. C'est ça, voilà, les collecteurs de gemmes ou ce qui est mobile. Ou alors, quand on se dit allez on fait une partie, on va tuer le jeu adverse, c'est vrai qu'il y a certaines troupes qui ne reviennent, je ne vais pas dire jamais, mais sont beaucoup moins récurrentes. Donc c'est vrai qu'avoir ces modes de jeu, alors je repense par exemple au scénario où il faut défendre, il y a un camp qui doit défendre elle, et taper c'est pas les barrières, les poteaux, je veux dire poteaux pardon, mais. Et c'est vrai que du coup on se dit ok là je peux jouer autrement, tiens en fait cette aptitude je l'ai jamais utilisée et c'est pas mal. Et c'est vrai que du coup c'était plaisant de redécouvrir finalement le jeu à la fin du livret. Il y a cette partie, on a un plateau avec justement joueur 1, joueur 2, joueur 3, 4 c'est possible, et il faut placer les runes. Et du coup est-ce que on aura ce même type de carte avec, là on va placer des pylônes, il faudra les défendre pour l'équipe. C'est exactement ce que je te dis. On a des modes comme ça où effectivement il va y avoir des façons de jouer différentes. Notamment justement il y en a un avec des pylônes à défendre. Donc ce sera aussi intégré dans les livres. C'est ça. Oui, il y a ça dès le jeu de base. Il y en a dans. En fait, il y a, je dirais, il y a une sorte, alors on va appeler ça escarmouche avec des conditions de victoire différentes. Il y en a une dans chaque extension et il y en a, alors là je peux me tromper, mais il y en a 2 ou 3 dans la boîte de base. Ok. Ce qui est déjà pas mal. Et aussi, alors c'est parce que là c'est vis-à-vis des questions qui sont de temps en temps posées par la communauté. C'est est-ce que vous avez pensé dans le nouveau livre de règles pour F7 d'ajouter une précision sur l'ordre des pouvoirs et des habilités. Par exemple, j'ai une troupe qui est à côté, elle peut faire gardien, mais l'autre s'est fait attaquer avant, du coup c'est qui prend les dégâts, dans quel ordre, qui va lancer les dés, etc. Est-ce que vous avez pensé à, est-ce que c'est déjà en projet, de rajouter une petite page d'exemple, de précision, d'une sorte d'ordre de priorité
Alors là, le truc sur lequel on est en train de bosser, c'est effectivement une double page d'exemple pour ce genre de choses. Alors, et avec la charte et avec l'exemple. Alors après, je sais pas si tu as pu lire le livre de règles ISFET ou pas encore d'ailleurs. Il y avait une partie. Il est juste en dessous là. Parce que là, pour le coup, il est. Alors, je dis pas ça au sens où il y a des gros changements de règles, c'est pas le cas. Mais il y a une grosse refonte de qu'est-ce qui est expliqué où et comment. Ouais, justement, ça entame sur la question que j'avais après. C'est, alors, on sait qu'il y a des nouveaux terrains, on a eu un aperçu sur les réseaux, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui change vraiment avec i7 au niveau vraiment du jeu Mythic Battle et pas qui est propre, par exemple les sables mouvants qui seraient propres à i7? Alors moi je dirais il n'y a pas de gros changements. On a effectivement, il y a des nouveaux talents, il y a des nouveaux terrains, on a une nouvelle pierre unique, avec un effet du coup qui change beaucoup et qui rend les échanges entre panthéons intéressants, je dirais. Puisque là notamment avec les Keper, on va avoir un effet défensif. Donc c'est le contre-coup total du côté nordique. Non, en fait le jeu tourne vraiment bien, donc il n'y a pas d'énormes changements. En revanche, en dehors du mode escarmouche, justement, c'est là où il peut y avoir des changements aussi intéressants. Puisque là, par exemple, il y aura un livre des morts. Et où, quand tu récupères des Keper, tu vas aussi pouvoir avoir des effets que tu mets sur des cartes pour booster des unités. Pas forcément des troupes. Là, ça peut être pour booster un héros, un monstre, un dieu. Ça va être des effets qui peuvent tenir sur certains scénarios ou sur toute une campagne. Avec justement un peu de draft en fonction de si tu as gagné, perdu, tu pioches un certain nombre de cartes, t'en gardes certaines, t'en remets d'autres. Donc il y a du peps de ce côté-là, quoi. Mais après sur l'escarmouche elle-même, non, on est vraiment. C'est une continuité. Par exemple, avec Ragnarok, alors, il y avait une partie de la demande de la communauté, mais parce que vous avez rajouté des. Alors, sur Panthéon, on appelle ça des polémarques. Dans Ragnarok, c'était des Jarls. Ouais. Et là, il y a un nouveau nom, je vois les cartes à côté. Ouais. C'est culturel. Les Jati. Parce que ça, c'était nouveau dans Ragnarok. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans cet aspect-là avec i7? Est-ce que ça rapporte de nouveaux personnages, de nouvelles... Non, ça va être vraiment, ça va être vraiment la continuité. Sur la même lancée, il y a vraiment en fait, le terrain. Quoi. Le problème, si tu veux, c'est que le jeu est dense. Ouais. Donc chaque ajout, il doit vraiment être réfléchi. Il faut être cohérent avec les éditions. Voilà, en fait c'est ça, et un truc que moi je veux absolument éviter, c'est entre guillemets le power level du dernier sorti le plus fort, tu vois, à la Warhammer. Un peu comme dans la série Underworld, chez Warhammer Shop, les nouvelles... voilà, exactement. Ça c'est vraiment le truc qu'on voulait éviter, et d'ailleurs ça m'a fait assez plaisir parce que pendant tout Ragnarok, les gens lisaient les profils et disaient « Oh Panthéon, on va se faire rétamer, c'est pas possible !» Et en fait là je vois sur la plupart des parties mixtes, on n'est pas loin du 50-50. Alors on verra dans quelques mois encore, mais c'est comme tu dis, le but c'est de retrouver du peps, de découverte, des nouvelles combos, etc. Mais je veux pas qu'on sorte un truc où c'est plus fort, quoi. Sinon ça peut dégoûter. Bah, surtout en tournoi, je veux dire, après. Oui, ça va être les tournois qui sont éventuellement prévus. C'est vrai que justement sur ça, est-ce qu'on a entendu parler d'un mode solo qui devrait arriver? Oui. Pour là, l'anglais est quasiment fini là, donc on va être vraiment sur la partie trad pour le FR. Mais là, les derniers scénarios, c'est-à-dire ceux des extensions pour Ragnarok, qui sont en train d'être finis là. Kenmeri, je pense d'ici genre 2 semaines, il aura fini, 2-3 semaines. Donc là, on va pouvoir tout avoir avant l'été, pour que tout le monde en profite. Du coup, ça sera en téléchargement, ça sera en vente Ce sera en téléchargement. Après, notamment pendant ISFET, je nous interdis pas de faire une version physique. Oui. Mais en tout cas, ce sera en téléchargement. C'est une option. C'est ça. Ok. C'est vrai que Monolith a un petit peu à cœur les figurines, si je dis pas de bêtises. C'est un peu dans l'esprit de la boîte. Est-ce que pour atteindre les boutiques, il y a une option de, par exemple, mettre les dieux en figurines, mais les troupes en standees ou ce genre de choses? Par exemple, pour Solomon Kane, mettre le héros en figurine, le reste en standees, comme Gloomhaven, par exemple. Alors, on va avoir ça sur certains jeux qui vont sortir. Après sur les gammes qu'on a, non. Ça sera un trop gros changement de paradigme, donc je pense pas qu'on le fera. Mais il ne faut jamais dire jamais. Oui, non, ça se réfléchit. Il y avait quelqu'un de la communauté qui avait demandé est-ce qu'il y aura une option, par exemple avec i7 justement, ce serait bienvenu, pour les joueurs qui le souhaitent, d'avoir des maps en XXL. Des maps plus grandes. Elles sont déjà grandes, mais... Alors, justement, pas pendant le case. Sur le GameFound. Mais... alors, on est en discussion très avancée
est en très bonne entente avec Torek, justement avec l'atelier de Torek. Ouais, pour faire des tapis plus grands. On serait plutôt sur du 90 sur 90. Ce qui fait un bon 50% de plus, ce qui permet d'avoir une taille où ça passe encore sur la plupart des tables. Tu vois, on n'est pas sur du tapis de wargame non plus, ou sur Claustrophobia, mais tout en ayant beaucoup plus de place dans les zones aussi, pour si tu joues avec des titans ou des gros socs, tu vois, comme Fafnir ou autre, de pouvoir poser tout sur ta casse, quoi. Ouais. Donc c'est en discussion, et là, si ça se fait, c'est plutôt bien parti pour, ce sera directement sur la boutique. Okay. Ce qui évite aux gens de attendre un an pour les recevoir, etc. Après, je comprends aussi cet aspect. Par exemple, là, je vois Hamout, et à côté, il y a Fenrir. C'est vrai que quand on pose un titan sur une case, par exemple, c'est une case de valeur 3, on devrait pouvoir poser autre chose. On peut pas. Visuellement, on va dire où est la troupe. Et ça s'entend. Mais, alors là, c'est une question pratique. Parce qu'on a vu d'autres jeux qui ont essayé ce modèle, c'est des boîtes qui s'ouvrent en tiroir, par le dessus, et non plus sur le côté où on traîne le plastique. C'est vraiment on ouvre le carton et on pioche au final. Est-ce que c'est un projet qui est réfléchi ou est-ce que c'est... Tu parles pour l'ensemble ou pour la partie figurine? Pour la partie figurine. En plus du coup avec ma question, j'ai répondu à ta question. Oui, pour les figurines, on réfléchit. Voilà. Pour éviter justement de traîner, honnêtement, sans nous jeter de fleurs, sur Ragnarok, je suis globalement très content de la storage. Oui. Il n'y a pas grand chose que je modifierais. Non, là c'est vraiment, on ouvre la boîte, on serre et on met sur la table. C'est ça. Hello. Et en plus, il y a le côté, où même quand ça arrive, c'est dépunché et tout. Enfin voilà, il n'y a plus grand chose à faire. Et par contre, sur la figurine, oui, là, je pense que clairement, il y a un... Parce que... Alors, c'est pas. Ce qui est vraiment, c'est pour chercher la petite bête. Non, mais on peut critiquer quand même. On a le droit, même sans acheter, alors en achetant encore plus. Par exemple, non, il n'y a pas de souci. La boîte, elle est à côté, mais si on veut le mettre en place, on doit tirer le plastique. Et puis alors, moi. Et du coup, ça prend mais déjà, c'est un détail, mais moi, personnellement, le bruit déjà m'aurait pile. Non. On a peur qu'il y ait une lance, un bras qui dépasse et qui frotte. Et non, donc là, par exemple, ça devrait, sur Isfet, ça devrait pas être comme ça. C'est pas pour faire de pub, mais par exemple, quand j'ai vu, je sais pas si tu connais Destinies, quand ils ont sorti justement une big box en mode tiroir, et là j'ai vu le plastique qui s'ouvre par le dessus, je me dis, mais j'ai plus qu'à piocher, j'ai pas 36 boîtes éparpillées dans le salon. C'est vrai que, alors c'est vraiment le côté, on gagne même pas 5 minutes pour mise en place, mais c'est un petit bonus, quoi. Ouais, non, moi j'aime bien. Après, c'est notre façon de découper le carton, voilà, c'est pas... Ah, mais même, tu sais, déjà, même, je dirais, même déjà un côté pizza box comme sur Batman, déjà, ça aurait été déjà pas mal. Oui, tu vois. oui, c'est vrai qu'il y a une boîte sur Batman qui le fait, il le fait très bien. Alors justement, sur Batman, il n'y a pas de... Parce que là, il y a le jeu de rôle qui arrive. Le jeu de plateau aussi, ouais. Qui arrive au courant en juin, il me semble. Ouais, ça va être fin mai, juin. De la saison 3. C'est ça. Là, toutes les prods sont finies. Donc là, maintenant, c'est les bateaux. La nouvelle est tombée il y a quelques jours. À part éventuellement des scénarios pour le jeu de rôle ou le jeu de plateau, il n'y a pas de... Dans les médias, il n'y a pas de suite qui est prévue. Non, il n'y a pas de saison 4 prévue pour dans les prochains mois. On a déjà un planning. Oui, puis il y a déjà beaucoup de figurines déjà impressionnantes. C'est ça. En fait, voilà, je pense qu'on arrive au stade où, en fait, si on rajoute, il faut vraiment qu'il y ait soit un thème fort, soit un sens à le faire, quoi. Ouais. Mais je veux pas rajouter des figurines juste pour dire de revendre des figurines. Et alors, il y a une question de la communauté. Alors, j'ai pas noté les noms des pseudos. C'est pas grave. Alors, quelqu'un s'était posé la question, notamment sur les petits tokens, justement, là, avec le pied, l'arc, etc., qui sont sur les plateaux. Il y a un décalé qui a été signalé. Du coup, je sais pas si Monolith a pu voir le message. Et sur lequel? Sur Ragnarok? Alors, sur Ragnarok... Ah oui, tu veux ta réponse? Bah regarde. Et alors, je sais pas si je vais placer, je vais le faire après, je pense. Effectivement, oui, c'est ces tokens-là, donc c'est bien corrigé. Attention. Du coup, ça a été... Passe-en un, s'il te plaît. Ça a été entendu. Ouais. Ah, ce n'est pas parce qu'on ne vous répond pas directement tout le temps qu'on ne vous entend. Non mais je sais. Non mais je dis parce qu'effectivement, des fois... Il y a des gens qui posent des questions et qui vont pas nécessairement lire les réponses aussi. Il y a ce côté aussi où
Je m'excuse d'ailleurs, hein, des fois je réponds pas tout, soit parce que je le vois pas, j'ai pas toujours les notifs Facebook, etc. Puis chacun sa vie aussi. Bah en fait les gens se rendent pas compte, mais en moyenne ça me fait 1h à 1h30 de ma journée hors boulot, où je réponds aux gens, donc des fois, bon, j'avoue... Ça fait 30 centimes. Ouais, attends, tu me dis... Un petit peu. Recule encore. Ah, Ouais, c'est bon. ah, évidemment, il tenait jusque là, il va plus tenir. Mais j'ai pas mis les gages derrière. Tu pourras voir que je me ronge les ongles, pour ceux qui ne le savaient pas. Ouais. Non, Si vous voyez des ongles rongés, c'est bien. Donc oui, et elle marche aussi sur Ragnarok. Est-ce qu'il y aura une... alors justement sur le rangement des figurines, pour continuer dessus, on le voit apparaître dans d'autres jeux, c'est dans le thermoformage, inclure un numéro qui serait aussi sous le socle de la figurine pour... alors, quand on possède le jeu, en général, on commence à savoir où ça se range, mais si on sort plein de figurines, comme c'est le cas ici à côté, avec des gens qui jouent beaucoup moins ou qui n'ont pas la boîte, qui pourraient participer à ranger, accélérer aussi bien le déballage que le rangement. Alors ça me paraît pas du tout déraisonnable comme idée, effectivement. Après déjà, je pense que on va surtout pouvoir les finaliser comme Batman, c'est-à-dire avoir directement sur la boîte tous les visuels des unités. Je pense que c'est encore plus parce que bon, à chaque fois. Ça peut être une option aussi. Donc non, ça, on va faire ça. Et alors j'arrive sur la fin. Tant que la sécu te met pas dehors, ça va. Il y avait, alors la communauté l'a demandé depuis la première version de Panthéon, pardon. Monolith a teasé un petit peu, voilà, un petit peu teasé les flammes aussi. On parle d'extension de nouveaux personnages pour Panthéon Ragnarok lors de la campagne 17. Alors il y a déjà le Kraken qui a été annoncé. Il me semble qu'il y a Aegis, si je prononce bien. Alors ouais, alors Agir. pour les... On va en reparler prochainement, mais ouais, Ragnarok, on aura donc une grosse extension type Asgard, donc avec 2 nouveaux plateaux, une nouvelle campagne. Et donc il y aura le Kraken qui sera et en monstre et en titan. D'accord. Parce que tout le monde joue pas les titans, donc comme ça au moins tout sert. Il y aura Aegir en nouveau dieu, donc l'idée c'était d'avoir un dieu chez les Jotun, Oui. histoire de pouvoir même thématiquement faire une armée entièrement composée de géants. Et avec, donc il y aura d'autres monstres, d'autres héros, d'autres troupes. Il y a de tout. C'est une boîte typique Asgard, Hera. Ouais. Et ce sera tout pour Ragnarok. L'idée, voilà, encore une fois, c'est de redévelopper doucement. Oui, puis c'est que ce soit joué. Tu vois là, qu'il y ait des puis surtout qu'il y ait des nouveaux plateaux, etc. Et Panthéon, il y aura 2 petites extensions. Est-ce qu'on peut émettre l'hypothèse qu'il y aura Déméter, une des grandes déesses qui a manqué, si je dis pas de bêtises? Non, il me semble pas que jusqu'ici il y a eu des métères dans Écoute, On peut émettre l'hypothèse qu'elle va arriver. c'est bientôt les moissons peut-être, je ne sais pas, mais c'est possible. Du coup, pareil, pour Panthéon, si ça serait qu'une boîte, Ça va être 2 petites boîtes. 2 petites boîtes. Ouais. Enfin, petites boîtes, 2 boîtes. 2 boîtes. Ce ne sera pas 2 grandes boîtes. Quand mais on parle de petites boîtes, est-ce que c'est par exemple les héros de Troie ou c'est Hera? Plus Echidna's Children, D'accord. 2 fois. Ouais. Ah oui. Donc ouais, un double Ymir. Et donc, par contre, il n'y a aucune des boîtes où il n'y a qu'une unité. Il y en a plusieurs à chaque fois. D'accord. Oui, ouais, au moins ça, c'est quand même rentabiliser l'espace. Donc c'est possible qu'il y ait des métères, c'est possible qu'il y ait Charon, je ne sais pas. C'est possible. Est-ce qu'il y aura Tout un est possible. bateau entre- Le bateau démarre. Et du coup, oui, alors justement par rapport à Panthéon et Ragnarok, alors Ragnarok, normalement, le rangement c'est nickel. Panthéon, il y avait plusieurs petites boîtes. Les héros de Troie, il y avait le Jeep, etc. Alors même si on a fait du fan-made pour le rangement, est-ce que Monolith prévoit une sorte de big box? Alors, il n'y a rien de prévu pour le Kickstarter. Je veux pas de faux espoirs. Mais par contre, on y réfléchit depuis un moment et je pense que, un peu comme les néoprènes, si on le fait, on fera une préco directe ou déjà dans la boutique. Parce que le problème de le faire pendant le Kickstarter, c'est que ça veut dire que les joueurs de Panthéon qui l'ont déjà, ils attendent un an. Enfin bon, je pense que si on le fait, non, on fera plutôt directement en préco ou quelque chose comme ça, quoi. D'accord. Et alors là, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu de Solomon Kane qui arrive très bientôt avec les figurines en plus. En option, En option. c'est pas obligatoire. Il y a Batman, il y a Mythic Battle, etc. Il y a Conan. Est-ce que vous avez
d'autres licences qui arrivent Alors, pour la fin d'année ou pour l'année prochaine, des licences vraiment que vous avez créées ou des licences que vous avez, je veux dire, acheté des droits pour utiliser. alors c'est pas compliqué, là sur les. Donc passé Mythic Battle, en termes de jeux de plateau, les 5 prochains c'est que des nouveaux systèmes. D'accord. Donc, rien à voir avec des systèmes qu'on aurait vus sur. Voilà. Donc, ouais, de nouvelles licences. Ouais. Alors après on aura Rage Buster qui sera effectivement dans les tout prochains, ça fait un moment qu'on en parle. Ouais. Où là, donc c'est pas un nouveau système complet, c'est un nouveau système pour nous, mais en tout cas c'est une version vraiment révisée de ce qui avait été fait à l'époque chez Mythic Games, Oui, c'est un jeu. avec je dirais des changements majoritairement sur les points que nous on pensait, alors je vais pas dire problématiques, mais en tout cas qui nous chiffonnaient, qui apparemment sont les mêmes qu'une majorité de joueurs bruyants, donc bon, en tout cas ça tombe plutôt bien. Et voilà, où là c'est vraiment un gros retravail sur toutes les parties bruit, pop, loot, un peu toutes ces choses-là. Organisation du tour de jeu aussi, beaucoup le bruit quand même, on va pas se mentir. Mais en revanche, voilà, on n'est pas sur un changement complet de matériel qui fait que les joueurs qui ont déjà le jeu de plateau vont devoir soit racheter le jeu, soit racheter, je sais pas, une upgrade à 60 €. Non, on est sur vraiment. Il y aura d'ailleurs un upgrade pour les anciens joueurs, histoire qu'ils puissent rejouer avec et le nouveau contenu et ce qu'ils avaient déjà sans devoir repasser à la caisse violemment. Fait à Mythic Panthéon. Bah, voilà, exactement. C'est ça. Donc If 7, début juin 2024, pour une livraison juin-juillet 2025. Voire même avant, si selon le nouvel an. Plutôt avril-mai. Avril-mai. Selon le nouvel an, je sais pas s'il n'y a pas d'impact. Bah, le nouvel an chinois, alors je sais plus si c'est le 10 février ou quelque chose. Non, c'est fin janvier. Donc faut que ce soit prêt vraiment bien avant. Donc là, nous on part sur une fin de prod novembre-décembre. Je garde la marque parce que quand arrive le booking des bateaux, c'est toujours l'enfer. Mais toujours est-il que de toute façon, en fait, vu que le nouvel an chinois il arrive fin janvier, soit on va le rater de beaucoup et donc c'est planté, soit on est dans les clous. Donc ça va être avril. Est-ce que dans l'équipe, ou enfin de manière générale, vous avez une mythologie qui vous tenterait pour le futur, en particulier par exemple la mythologie japonaise, ou mythologie celte ou, Alors on avait fait des sondages et les deux premiers c'était japonais et celtes. Moi personnellement, c'est hindou. Mais c'est vraiment faire un jeu sur. il y en a pas mal. Alors il y a de quoi faire. C'est extrêmement riche. C'est très changeant par rapport à ce qu'on a. Surtout, alors je compte l'Égypte, mais on va dire par rapport à tout ce qui est atlantique et méditerranéen, c'est vraiment très différent. Et enfin, je trouve qu'il y a un mélange entre l'aspect épique et quelque chose d'extrêmement coloré. Oui. Enfin, je trouve ça passionnant. Tu vois, alors ça se trouve, ça rendrait pas du tout, etc. Mais moi, c'est vraiment un truc que j'adorerais faire. Cette histoire de Rama. Alors après, c'est toujours plus compliqué. On me dira, parce qu'on me le dit très souvent, que c'est très compliqué puisque c'est une religion encore pratiquée. Après, déjà, je pense que ça peut se faire dans le respect, hein, malgré tout. Oui. Et après, j'ai envie de dire, si tu vas en Islande, la mythologie officielle. Oui, c'est encore pratiqué. Voilà, c'est toujours Thor, c'est toujours pas Jésus, tu vois. Donc. Mais c'est vrai qu'il y a des. Alors, par exemple, si on part sur l'aspect jeux vidéo, il y a Smite, je sais pas si tu connais. Eux, bah voilà, ils ont fait Japon, ils ont fait qui est encore un petit peu pratiqué. Ils ont fait justement chinois, Inde. Ils ont fait c'est ça. Après, je pense que globalement, les gens, quelle que soit la région, c'est ça. Je pense que quelle que soit la région du monde, alors je dis pas que les gens ont forcément la même vision, mais je pense que tu as toujours un œil très différent si tu sens que les choses ont été faites avec sérieux et respect. Faut les deux. Tu vois, faut pas qu'on se retrouve à mettre des trucs qui en fait viennent de Wikipédia mais n'existent pas. Ou enfin voilà, il faut vraiment bosser le sujet, quoi. Et alors une des dernières. Et pareil sur Isfet d'ailleurs, on a même fait appel à une égyptologue française, notamment parce que par exemple sur le livre des morts, on a pris des vrais hiéroglyphes, etc. pour représenter les différentes parties de l'âme, etc. Donc, Ah oui, donc il y a vraiment. Moi je pensais que c'était un token tout à l'heure, le livre des morts. Non, c'est avec des cartes, avec des hiéroglyphes et tout. Un peu comme les runes sur Ragnarok. Okay. Ouais. Et alors sur l'entreprise Monolith. Je ne sais pas si ça peut intéresser des gens. Est-ce que Monolith recrute
Alors des freelances ou des gens, alors ça peut être sur un moment donné, sur un projet particulier, mais comment évolue la société Monolith en fait Est-ce que ça recrute Alors en salarié, je vais pas dire, je vais dire qu'on est précautionneux. C'est-à-dire, c'est la grenouille et le bœuf, quoi. On prend le temps. Donc on recrute, oui, mais lentement. Voilà, je dirais ça comme ça. Mais après, oui. De toute façon, que ce soit les freelance ou autres, on est toujours... En fait, c'est à la fois un très petit milieu et en même temps, c'est impossible de connaître tous les talents. Il y a tellement de gens... tu découvres toujours des choses qui t'émerveillent. Et pas que artistiquement d'ailleurs, hein, je veux dire. Un CDD de 6 mois ou du freelance, on a beaucoup. Donc si on a qui ont envie de contacter Monolith pour bosser sur un proposer leur service ou parce qu'ils ont un projet en tête, ils peuvent en tout cas tenter leur chance. Ah bah oui, ça c'est absolument, faut pas hésiter d'ailleurs. Ok, je crois que j'ai à peu près fait le tour. À voir, si tu as des questions pour toi peut-être, parce que tu en as fait tellement pour les autres, tu veux peut-être t'en placer 2-3. Il y en a quelques-unes qui étaient un petit peu pour moi quand même. Ouais, ok. Non, j'ai essayé de vraiment compacter ce que la communauté a un petit peu demandé. Ça se voit pas, mais il y a 2 pages, hein, donc il a vraiment pris le maximum de ce qu'il a pu. Hein. Sur une interro de mes élèves en plus. Après je crois que j'ai embêté les artistes aussi, savoir le travail des artistes, des auteurs, comment ça se passe aussi un petit peu pour eux. Je préférerais pas parce que tu demandes aux gens qui travaillent avec nous s'ils sont bien traités et tout, non, il faut pas demander. Ils signent une DNA, ils peuvent pas répondre. Non, mais bien sûr, on fait tout le projet, mais voilà, comment ça se passe, le travail d'artiste. Ah ouais, moi je trouve que c'est toujours intéressant, moi j'adore ce genre de petits reportages. Donc, j'espère que j'ai des batteries, de carte mémoire. Est-ce qu'on peut espérer voir Monolith sur l'Udinor l'année prochaine Alors oui, alors vraiment, si ça c'est... Non mais si ça c'est... Alors moi je viens du Nord, hein, donc bon voilà. Mais non, en fait ça s'est vraiment pas fait pour une vraie mauvaise... un mauvais timing. Ça a vraiment été un mauvais timing cette année, mais l'année prochaine, ouais. Tout comme la Hammer Time. Oui, en tant que Lilloin quand même, il faut penser à la Hammer Time aussi. Voilà. Donc oui. Mais non, franchement, parfait. Merci beaucoup. Écoute, merci à toi surtout. J'espère que tu auras pris pas mal de ton temps pour les autres, donc bravo. L'enregistrement et... après, il n'y a pas de souci. J'ai Plantin, si je dis pas. C'est ça. Et l'entreprise, l'équipe de Monolith. Ouais, merci à l'équipe surtout. Parce que, moi je ne fais malgré tout que le boulot d'un homme, hein, donc c'est beaucoup du travail d'équipe. Sur les réseaux, on peut râler énormément et j'en fais partie. Hein. Quand il y a un truc, je dis ah non, on rentre dedans, c'est assez facile. Mais par contre, il faut assumer que le boulot derrière, il est quand même. Râler, ça me dérange pas, faut que tu sois poli. Oui, non, moi, c'est le meilleur moyen que je réponde pas, c'est que je sois impoli. Et argumenter. Oui, non, mais voilà. Quand je dis râler, c'est dire tiens, ça, je suis pas d'accord. Après, c'est humain, moi, ça me chauffe pas. Par exemple, c'est vrai que là, le Kraken, on peut s'enjailler, mais on a vu la boîte, on n'a pas vu la figurine. Du coup, on se dit oui, c'est vrai que c'est hyper tentant. Est-ce que. On va bientôt la voir, je pense. Bientôt la figurine. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on va commencer à revoir pas mal de choses. Oui, ça va. Vous allez entamer la publicité. Est-ce que c'est vrai qu'il y a Solomon Kane en même temps? Du coup, c'est vrai que faire de la publicité pour les deux en même temps, est-ce que ça vous gêne? Enfin, ça te gêne? Non, c'est pas le plus simple, mais non. Okay. Faut doser. C'est la dose qui fait le poison. Et après, il faut pas se surmener. Il faut que le projet arrive quand même. Exactement. Là, c'est égoïste, hein, mais il faut que ça. En fait, Monolith, en tout cas, a su créer des licences qui tiennent à cœur aux joueurs. Et c'est peut-être aussi pour ça, alors, je sais pas si l'équipe s'en rend compte, mais de temps en temps, du coup, là, je parle du côté client, du côté fan. Ouais. C'est vrai qu'on râle, mais on râle parce qu'on s'est approprié. Alors voilà, déjà, c'est exactement. Si tu râles, c'est qu'il y a un engouement. Et c'est pas râler pour dire l'entreprise c'est nul, on s'en fout. Non, c'est bien fait et du coup après. Ça pour moi, ça a été l'un des gros gains de la reprise des salons. En fait, les salons physiquement, c'est toujours très fatigant, mais mentalement, ça ressource. J'ai envie de dire, tu retrouves un peu la bonne route sur pourquoi tu fais les choses. Ouais. Donc pour ça, moi les salons, je trouve c'est toujours génial. De toute façon, tu le vois, hein, sur un salon, il y a très peu de négativité généralement. Tu reçois de l'amour, on va dire, pendant 2-3 jours. Tu repars, tu vas pas trop vite sur Facebook. Oui. Tu attends un jour ou deux, et puis après tu y retournes. Ouais. Non, pour ça, non, franchement, ça va. Ok, parfait. Merci beaucoup. Ciao.